Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dont va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de cette journée charnière dans le conflit avec les Gilets jaunes. Ça y est, le grand débat national est lancé. Pendant 2 mois, les Français sont invités à donner leur avis sur la fiscalité, l'organisation de l'État, l'écologie et la démocratie. Emmanuel Macron a fait le déplacement dans l'heure, rencontre avec quelques Français, échange avec 600 maires. Cette étape marque-t-elle un tournant dans le quinquennat? #OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Didier Mauss à Bertrand Mathieu. Nous reviendrons sur les questions juridiques et institutionnelles que pose ce grand débat. Dans sa lettre aux Français, le chef de l'État évoque une éventuelle transformation du Sénat et du CESE, Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Y a-t-il une volonté d'affaiblir le bicamérisme? Débat et analyse avec nos spécialistes dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi la reprise des auditions dans l'épisode 2 de l'affaire Benalla, alors que le canard enchaîné parle ce soir d'un 4e passeport. Demain, la commission d'enquête du Sénat interrogera 2 ministres, Christophe Castaner et Jean-Yves Le Drian, avant Alexandre Benalla lui-même lundi prochain. Que faut-il en attendre? Eh bien, on posera la question à notre invitée, c'est la sénatrice Esther Benbassa, qui est elle-même membre de cette commission d'enquête. D'abord, un point sur les raisons de ces nouvelles auditions avec Samia Dechir. Leur rapport était attendu dans les prochains jours. Il faudra finalement patienter un peu plus pour connaître les conclusions de la commission d'enquête sur Alexandre Benalla. Il est convoqué pour la 2e fois le 21 janvier prochain. Les sénateurs ont encore quelques questions à poser à l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron. Elles concernent ses 2 passeports diplomatiques. Lors de son audition en septembre dernier, Alexandre Benalla affirmait les avoir restitués. Ils ont été rendus, ils sont au bureau que j'occupais à l'Élysée, donc je pense que l'Élysée a dû s'en occuper. Mais en décembre dernier, la presse révèle qu'Alexandre Benalla a voyagé avec ses passeports diplomatiques après avoir quitté l'Élysée. Il s'est ainsi rendu au Tchad ou encore au Cameroun pour rencontrer plusieurs hautes personnalités. L'intéressé rétorque que c'est bien l'Élysée qui a choisi de lui rendre les fameux passeports en octobre, après son licenciement. S'il avait utilisé simplement le passeport par commodité pour passer des vacances à l'île Maurice, pas de problème. Quand il va voir le frère du président du Tchad, qui a un rôle éminent en matière de sécurité et d'importation d'armes au Tchad, et qu'il le fait avec un passeport officiel, on peut quand même s'interroger sur le rôle réel de M. Benalla dans une diplomatie parallèle. La commission d'enquête va tenter de comprendre comment Alexandre Benalla a pu continuer à utiliser ses passeports diplomatiques. 5 personnes, dont le principal intéressé ou encore le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, seront auditionnés. Et on va aller plus loin avec notre invitée ce soir, Esther Benbassa. Bonsoir, sénatrice Europe Écologie Les Verts. Vous faites partie donc de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Je précise que le canard enchaîné titre ce soir sur l'existence d'un 4e passeport, un 4e passeport dans sa collection, dit avec ironie l'hebdomadaire. Pour vous, ça prouve décidément la nécessité de ces nouvelles auditions, à commencer par celle de demain. Patrick Stroda, Christophe Castaner, Jean-Yves Le Drian, qu'est-ce que vous en attendez? Ah oui, tout à fait. Parce que là, ça devient rocambolesque. Il nous a dit des choses et puis là on constate le contraire. Il nous a dit qu'il avait laissé ses passeports diplomatiques dans son bureau et on voit qu'il a voyagé avec. Et puis on a eu un 4e passeport qui surgit dans la presse. Et on se demande si ce monsieur était collectionneur de passeports. Mais enfin, écoutez, il faut arrêter ce vaudeville. Il faut savoir comment il se fait que monsieur Le Drian, enfin ses services, ne contrôlent pas ses passeports diplomatiques. Et comment ça se fait qu'on lui a rendu ses affaires, les affaires qui étaient dans son bureau avec les passeports. C'est ce qu'il dit. Et tout cela est quand même incompréhensible. Il y a de la négligence, il y a de l'amateurisme, il y a du laisser-faire, il y a de l'opacité. Vous parlez de Jean-Yves Le Drian, il est lui-même à l'origine d'une enquête pour abus de confiance visant Alexandre Benalla. On pourrait encore vous parler d'un risque d'interférence avec la justice. Qu'est-ce que vous faites de ce risque? A priori, le ministre pourra vous dire « je ne peux pas vous dire grand-chose ». Alors à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi on continue les auditions. Il faut à un moment donné qu'on sache de quoi il s'agit. Parce que M. Benalla va nous dire aussi, ah non, ben écoutez, il y a une plainte contre moi, donc je ne peux pas parler de ça. Oui, mais enfin, on ne peut pas continuer de cette façon-là. Je crois que nos concitoyennes et concitoyens ont besoin de comprendre en ce moment où la confiance dans le gouvernement est au plus bas et cette affaire vient quand même se greffer sur le reste. S'il a menti, Alexandre Benalla, sous serment, qu'est-ce qu'il risque exactement ?
qu'est-ce qu'il risque? 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Voilà. La commission d'enquête a hésité avant de lancer cette nouvelle série d'auditions. Elle a dû réfléchir longuement, je suppose, parce que c'est quand même très politique. C'est pas anodin. On ne reprend pas une commission d'enquête. C'est-à-dire aller au bout. Quels sont les sujets d'hésitation? Non, je pense que c'est un acte politique renouvelé. Au départ aussi, c'était un acte politique, mais que la chambre, la seconde chambre veuille savoir plus et pu mener l'enquête jusque-là, parce qu'à l'Assemblée, ça ne s'est pas passé de cette façon-là, n'est-ce pas? Enfin, il y a eu une commission qui a duré très peu de temps. C'est à son honneur, ça, il n'y a rien à dire. Nos concitoyennes et concitoyens nous ont suivis et ont apprécié notre travail en disant que quand même on faisait des choses. Là, dans sa lettre, M. Macron, quand même, envoie une petite flèche sur le Sénat et le CSE. Alors écoutez, peut-être demain, il comprendra mieux que nous sommes utiles ou peut-être inutiles. Allons jusqu'au bout. Il y a effectivement ce risque que soit à nouveau perçu, que le Sénat soit perçu comme une chambre ayant la volonté de nuire à Emmanuel Macron et que effectivement cette phrase sur le Sénat dans sa lettre envoyée aux Français soit une forme de revanche. C'est ce que certains sénateurs disent et même en off certains disent il veut la guerre, il aura la guerre. Vous êtes dans cet état d'esprit? Vous sentez qu'Emmanuel Macron veut se venger de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla? Ce n'est pas impossible. Je ne peux pas savoir ce qu'il veut. Mais enfin, se venger signifie quoi? On est en démocratie, il y a 2 chambres, elles fonctionnent et elles sont nécessaires. On voit très bien qu'elles sont nécessaires, puisque avec tout ce débat national, etc., il y aura énormément de choses à faire. Et dans un pays, lorsqu'il y a 2 chambres, il y a quand même une fluidité de la démocratie qui n'est pas à négliger. Et en plus, on voit que nous avons rempli notre fonction. Pour des raisons politiques, peut-être on pouvait plus facilement nous mener la commission jusqu'au bout, parce que la majorité ici est de droite. Mais néanmoins, moi, je ne suis pas dans l'esprit de guerre. Moi, je suis une pacifiste, je suis écologiste. Mais ce n'est pas le problème. Là, c'est la politique. Il y aura confrontation, il y aura conflit, probablement autour de ça, parce que M. Macron aurait préféré ne pas avoir ces auditions. Mais enfin, il faut quand même qu'on sorte de cet amateurisme et qu'on retrouve un peu de sérénité. Ce n'est pas possible. Ce gouvernement ne fait que multiplier les erreurs, les dérives. Ce monsieur Benalla, c'était pas une grosse affaire au départ. Là, ça devient de plus en plus énorme. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui font à leur tête parce qu'ils sont protégés par le gouvernement. C'est pas possible. Comment se fait-il qu'ils protégés par le gouvernement, c'est ce que vous pensez? C'est ce que vous imaginez? Probablement. L'Élysée n'a pas joué le jeu en n'envoyant pas les documents à temps à la commission d'enquête. Il y a une forme de mauvaise volonté de la part de Je ne sais pas. Vraiment, je ne vais pas accuser qui que ce soit. Mais en tout cas, il y a de l'amateurisme. Ça, c'est évident. On lui rend ses affaires. On sait bien qu'il va voyager avec ses passeports. Si c'était fait sciemment, ce serait une erreur encore politique. Mais là, ils ont dû donner toutes les affaires et lui, il en a profité. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il échangeait des SMS avec M. Macron après son licenciement. Ça veut dire que tout continuait probablement comme avant. Une relation privilégiée entre privilégiée, bien sûr. Bien sûr, peut-être là, il ne s'occupait plus de la sécurité, mais enfin, il y a quand même il y a des vrais problèmes. On ne peut pas fermer les yeux, voyez. Et comment se fait-il qu'un gouvernement a laissé faire pour que Benalla deviennent une affaire. C'est ça le problème. Pour moi, ça reste mystérieux quand même. Et on va suivre de très près ces auditions, évidemment, demain sur l'antenne de Public Sénat. Vous également, et nos téléspectateurs, puisque nous diffuserons en direct les auditions de Christophe Castaner et de Jean-Yves Le Drian. Merci Esther Benbassa d'avoir été avec nous ce soir, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. C'est l'heure du match des idées dans OVPL. Il va opposer dans un instant Didier Mauss à Bertrand Mathieu. On va se pencher justement sur les questions d'ordre juridique et constitutionnel qui se posent autour du grand débat national lancé
lancée aujourd'hui. Emmanuel Macron ouvre un certain nombre de portes dans cette lettre adressée aux Français et certaines peuvent surprendre, notamment celles qui concernent la possible transformation du Sénat. Les groupes ont tous réagi ce matin au Palais du Luxembourg. Résumé avec Jordan Klein et Aurélien Romano. Le Sénat, une institution indispensable à la démocratie. C'est en tout cas ce que pensent les sénateurs du groupe Les Républicains. Si le président envisage éventuellement la suppression du Sénat, je peux vous dire que les parlementaires, on est un certain nombre à envisager très sérieusement une diminution des pouvoirs du président de la République. Dans une société horizontale, on ne peut pas tout laisser dans les mains d'un seul homme. Je pense que le bicamérisme le gêne. C'est un président de la République qui a une vision très jupitérienne, on l'a dit, très jacobine du pouvoir. Et donc jamais le pouvoir a été autant resserré qu'aujourd'hui. De l'autre côté de l'échiquier politique, au groupe socialiste, certains sénateurs comme Jean-Pierre Sueur, l'une des figures de la commission d'enquête sur Alexandre Benalla, propose lui de renforcer le poids du Parlement. Il faut donner plus de pouvoir au législatif, c'est-à-dire à l'Assemblée et au Sénat. Pourquoi ? Parce que la Ve République, depuis le début, souffre d'un déséquilibre au profit du pouvoir exécutif et au détriment du pouvoir législatif. J'ai qualifié cela hier de provocation de la part du président. Le mot est fort, sûrement. En tout cas, il ne faudrait pas tomber dans une forme de déni et de rejet de ce que nous représentons. Les centristes, eux, sont ouverts au débat, mais mettent en garde le président sur une éventuelle réduction de la représentativité des collectivités territoriales. Qu'il y ait une interrogation sur le fonctionnement du Parlement, je pense que c'est une bonne chose. On pourrait avoir le même type de réflexion d'ailleurs sur le fonctionnement de l'exécutif. Donc sur la question propre du Sénat, ma foi, on verra ce que le débat national lui-même en dit. Outre la question du Sénat, le président de la République interroge aussi les Français sur le rôle d'une autre institution, le Conseil économique, social et environnemental. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Didier Mauss, bonsoir. Bonsoir. Constitutionnaliste, merci d'être avec nous ce soir. Bertrand Mathieu, merci également, professeur de droit constitutionnel, vice-président de l'Association internationale de droit constitutionnel. Évidemment, au Sénat, on voit d'un très mauvais œil cette phrase d'Emmanuel Macron dans sa lettre. Je vous relis ces mots. Quel rôle de nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour représenter nos territoires et la société civile? Faut-il les transformer et comment? On savait qu'Emmanuel Macron voulait réformer le CESE, on savait un peu moins qu'il voulait toucher au Sénat, Bertrand Mathieu. Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que pour vous, il faut se la poser, cette question de transformer le Sénat? Le problème, c'est une question qui rebondit, puisque le général de Gaulle avait déjà articulé, et mal lui en a pris, le lien entre le Sénat et le Conseil économique et social. J'allais dire, si cette phrase n'était qu'une phrase portant sur la représentation des territoires et des organisations professionnelles, elle ne poserait pas en elle-même problème. Mais c'est vrai que dans le contexte, avoir souligné que parmi les réformes, il y avait le Sénat est quand même assez significatif. Didier Mauss, vous êtes d'accord? Écoutez, c'est vrai que le Sénat est en permanence en discussion, en débat. Depuis qu'il y a une seconde chambre, on se pose à chaque fois la question de savoir est-ce qu'il faut une seconde chambre. Je crois qu'il y a une double erreur dans la formulation d'Emmanuel Macron. La première, c'est de ne pas avoir posé la question du Parlement en tant que tel. Comment est-ce que le Parlement doit travailler pour être efficace au XXIe siècle? Et donc ça inclut l'Assemblée nationale. Et la deuxième erreur, c'est d'avoir mis dans la même phrase le Sénat, qui est une assemblée parlementaire, et le Conseil économique, social et environnemental, qui n'est pas une assemblée parlementaire. C'est une assemblée constitutionnelle, puisque son existence est dans la Constitution, mais c'est une assemblée qui est nommée. Ce n'est pas une assemblée qui est élue. Donc il y a d'un côté des sénateurs qui ont une légitimité démocratique, de l'autre des membres du CESE qui ont une légitimité globalement associative, professionnelle ou de nomination, mais ce sont deux institutions complètement différentes. Et quant au CESE, alors là, ça fait 60 ans qu'on se pose la question, comment est-ce qu'il pourrait être plus utile à la République? On pourrait croire que la transformation du Sénat ne préoccupe que les parlementaires du Palais du Luxembourg. Or, on s'aperçoit que les réserves viennent aussi d'ailleurs. Je voudrais qu'on écoute Olivier Faure, premier secrétaire du PS, et Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, tous les deux invités de Public Sénat. Écoutez. Le CESE et le Sénat sont-elles des chambres qu'il faut absolument conserver? Ma conviction... ou des assemblées, pour parler moderne. Ma conviction est oui. Mais les acteurs qui peuvent être garants
d'un certain nombre de valeurs républicaines et de nos institutions. J'en vois un, par exemple, qui est le président du Sénat. Et donc, heureusement qu'il existe, si je peux me permettre. Sans doute faut-il faire évoluer nos institutions. Elles ont vieilli, et y compris dans ces cas-là, faudrait-il poser non pas seulement la question des assemblées, mais aussi la question du pouvoir exécutif, parce que ce président est quand même extraordinaire. Il nous dit au fond, la crise c'est le Sénat, première nouvelle. La crise c'est l'Assemblée, là aussi, première nouvelle. En revanche, l'exécutif, le président de la République, ça on n'y touche pas, on n'en parle même pas. Ça va dans le sens de ce que vous dites tous les deux. Bertrand, Mathieu, est-ce que de toute façon, c'est seulement faisable d'un point de vue, j'allais dire, juridique, constitutionnel? Est-ce qu'on peut toucher au Sénat sans l'accord du Sénat? On peut imaginer de le faire comme l'avait fait le général de Gaulle en utilisant directement le référendum de l'article 11, qui est un référendum qui n'est pas précédé d'un vote des assemblées. Alors il y a eu de grands débats sur la constitutionnalité de cette utilisation. Le problème, c'est qu'en pratique, je pense qu'il peut l'utiliser. Peut-être une question sur laquelle on reviendra, mais je crois qu'il y a finalement un porte-à-faux dans ce débat, parce que le problème n'est probablement pas essentiellement institutionnel dans la crise que l'on connaît. Et je crois que le pouvoir politique a très largement perdu la réalité du pouvoir et que c'est probablement l'une des crises. Alors on recherche à recaler un petit peu l'organisation des pouvoirs, mais je ne crois pas que ça soit véritablement le problème essentiel. Moi j'entends dans ce que vous dites, et peut-être vous allez le contester, Didier Mauss, que c'est possible de toucher au Sénat sans demander l'avis des sénateurs? Écoutez, c'est techniquement possible. Officiellement, c'est pas possible. L'article 89 de la Constitution est très précis là-dessus. Une révision constitutionnelle, c'est le vote par une assemblée, puis l'autre assemblée en termes concordants, puis soit le Congrès, soit le référendum. Alors c'est vrai qu'on a utilisé 2 fois l'article 11 directement. Une fois, ça a bien marché en 62. La deuxième fois, en 1969, comme le rappelait Bertrand Mathieu, ça n'a pas bien marché parce que le général de Gaulle, du coup, a été obligé de s'en aller. Et les avis juridiques que l'on a eus depuis, qui ont été rendus publics depuis, montrent aussi bien du côté du Conseil constitutionnel que du Conseil d'État, que l'article 11 ne doit pas être utilisé pour la révision de la Constitution. Mais j'allais dire, c'est pas là le vrai problème. Le vrai problème, il est politique. Est-ce que ça vaut le coup pour un président de la République aujourd'hui, qui est dans une situation un petit peu compliquée, c'est un euphémisme, de se mettre à dos le Sénat? Et derrière le Sénat, il y a 550 000 élus locaux. Il a un peu les gilets jaunes derrière lui, pardonnez-moi. Alors, les gilets jaunes, c'est encore autre chose. Mais le contexte y est pour quelque chose, elle vient du peuple, cette demande. Mais c'est vrai que le Sénat a toujours eu un problème d'identité. Moi, je me souviens de ce grand sénateur de cette maison, qui, à chaque fois qu'il prenait la parole, disait au bout de 3 minutes, il y a l'Assemblée nationale d'un côté, tout le monde sait ce que c'est, et nous, il faut qu'on vous explique pourquoi on est là. La représentation du territoire, ce n'est pas une notion automatique, mais elle est indispensable. En tout cas, bon, moi, je suis maire, donc je considère que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Bertrand Mathieu, oui. Oui, moi, je crois que le Sénat est nécessaire à l'équilibre des pouvoirs. Mais je crois que pour revenir sur cette question de l'utilisation du référendum, le problème, en effet, la question de la constitutionnalité de ce recours se pose. Le problème, c'est que si le président de la République décide d'y recourir et à moins d'un coup de force du Conseil constitutionnel, je ne vois pas véritablement comment on en empêcherait. Cela étant, est-ce qu'il a intérêt à le faire? Je crois que non, pas sur ce sujet-là. Il a probablement intérêt, à mon avis, à faire à un moment ou à un autre un référendum ou une dissolution. Je crois qu'il va y avoir un moment, et ça ne concerne pas le Sénat par définition, il va y avoir un moment où le vote va être une nécessité. Mais je ne crois pas personnellement que la mise en cause du Sénat soit le bon sujet. Alors, quand il s'agit de toucher au Sénat et au CESE, l'exécutif dit pourquoi pas. En tout cas, il entrouvre une porte. En revanche, poser la question d'une dissolution de l'Assemblée nationale ou même de la démission du président de la République, d'Emmanuel Macron, alors là, pas question. Sur ce point, les institutions sont soudainement sacrées, en tout cas pour Gérald Darmanin. Écoutez. Le bien de nos institutions, c'est la stabilité de notre pays. Ne jouons pas aux apprentis sorciers avec nos institutions. Qu'il faille moderniser, réformer, plus écouter encore, c'est vrai. Mais dissoudre l'Assemblée nationale, faire démissionner le président de la République, demander aux Français, aux députés ou aux sénateurs d'avoir des mandats impératifs. C'est le contraire de l'esprit même de ce qu'est la République française et de ce qu'est exactement, me semble-t-il, les institutions léguées par le général de Gaulle. Et Didier Mauss, là j'imagine que vous applaudissez.
J'applaudis qu'en partie, parce que je crois que dans ce que vient de dire M. Darmanin, il manque le mot démocratie. Bon, ce qu'il a dit, c'est pas uniquement la Ve République, c'est la démocratie qui est un régime représentatif. Et c'est le moins mauvais de tous les régimes que l'on connaisse. Bon, donc il faut le garder. Bon, ceci étant, la démission d'un président de la République sous la pression de la population et de mouvements sociaux, on l'a jamais vu sous la Ve République. Bon, et quant à la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est une éventualité. Il faut se rappeler 1968, où en réalité, on a réglé le problème qui était un problème 10 fois supérieur à celui d'aujourd'hui. Il faut quand même voir les choses comme elles sont. Grâce à la dissolution de l'Assemblée nationale, le fait que d'un débat national, on était passé à un débat qui serait aujourd'hui dans 577 circonscriptions, si on le fait à l'heure électorale constante. Il n'est pas exclu qu'on ait besoin de dissoudre à un moment. Et pour rebondir sur le référendum, moi je pense qu'il serait logique qu'à la fin de ce long processus du débat national, lorsque le gouvernement et le président de la République auront proposé un certain nombre de réformes, il y a un ou plusieurs référendums, on verra exactement comment, pour entériner un certain nombre de transformations. Il faut rendre le pouvoir au peuple, ça c'est vrai, et la seule solution que l'on ait, c'est le référendum. Ceci étant, je termine sur la dissolution. Moi, je pense qu'une dissolution à loi électorale constante, ça n'a aucun intérêt, et qu'avant de faire une dissolution, il faudrait changer la loi électorale de l'Assemblée nationale, et là, je vais aller contre ce que pense le président de la République, mais on est là pour ça, c'est qu'il faut une proportionnelle intégrale dans la France d'aujourd'hui, et pas simplement une dose de proportionnelle. Parce que quand on regarde les simulations qui sont faites, si on veut assouplir le système, ce qui est quand même l'objectif, eh bien 10, 15%, 20% ou même 50% de proportionnel, ça ne suffit pas. Pour rebattre les cartes, il faut modifier complètement les règles du jeu politique, mais je ne pense pas que le président d'aujourd'hui ait envie de proposer la proportionnelle intégrale. Je voudrais, si vous le permettez, rebondir là-dessus. Déjà, sur les propos de Gérard Darmanin, je crois qu'il confond deux choses. En effet, la dissolution et la démission du président de la République, ça n'a rien à voir. La dissolution est une arme constitutionnelle dont use le président de la République. Il dit pas question pour les deux. Comme il l'entend, mais c'est pas la même chose. C'est pas une crise institutionnelle. Sur la proportionnelle, je suis partiellement en accord et en désaccord profond avec ce que vient de dire Didier. Je suis en accord profond qu'un peu de proportionnel, ça ne changera rien. Ça, c'est vrai, il a raison. Oui. Mais je crois qu'avec beaucoup de proportionnel, ou une proportionnelle totale, on va toucher à ce qui fait probablement un des éléments de stabilité de la Ve République qui est plus fort que les éléments qui sont eux-mêmes dans la Constitution. Je crois que le problème, c'est qu'un président... regardez comment Jacques Chirac ou François Mitterrand se sont finalement sortis d'affaire après une dissolution. Je crois que là, on rendrait la France complètement ingouvernable dans un moment... Là, on jouerait aux apprentis sorciers comme le... dans un moment où elle a besoin d'être gouvernée, contrairement à ce qu'on pense. Il faut faire face aux événements, mais elle a besoin d'être gouvernée. Oui, mais ça, je pourrais être d'accord, mais je ne connais pas d'autre solution que de faire de la proportionnelle intégrale si on veut rendre le système un peu plus souple et en réalité passer d'un gouvernement présidentiel à un gouvernement contractuel entre des forces politiques et sociales. Et c'est ça la difficulté, j'allais dire. Bon, nous connaissons bien nos boîtes à outils, Bertrand Mathieu et moi. Bon, il y a 10 ans, j'aurais pas tenu le même raisonnement. J'aurais dit le scrutin majoritaire éco-substantiel à la Ve République. Bon, j'ai évolué sur le fond parce que on évolue de temps en temps, et je crois que dans la crise d'aujourd'hui, ça serait. On peut se poser la question. Il y a le système à l'allemande, hein, moitié proportionnel, moitié majoritaire, qui, du point de vue juridique, a quelques avantages parce qu'on n'a aucun problème de constitutionnalité. Mais est-ce que ça suffit ? La question est, est-ce qu'on veut, en réalité, passer d'un président de la République qui incarne un programme politique à une situation où le programme politique naîtra d'une discussion au sein de l'Assemblée nationale ? Et ça, c'est un vrai débat, hein. Moi, je crois qu'à un moment où on a une crise de la représentativité, une crise de la démocratie, la proportionnelle intégrale est pour moi un faux semblant. Pour la raison suivante, c'est que dans le système actuel, finalement, à la sortie des urnes, on savait qui allait gouverner. La proportionnelle, elle va conduire nécessairement à ce qu'un certain nombre de partis se mettent d'accord, et j'allais dire, à la sortie des urnes, on ne sait pas qui gouverne. Et finalement, le pouvoir, à ce moment-là, échappe au peuple, aux électeurs, pour se jouer entre les partis, les coalitions, etc. Et je crois que ça peut aussi couper ce lien
entre les représentants et les représentés, qui est quand même le problème fondamental aujourd'hui. Oui, non mais ça c'est vrai. Non mais je reconnais que par exemple l'exemple allemand en ce moment ne plaide pas pour la proportionnelle, puisqu'il a fallu 4 mois ou 5 mois à Madame Merkel qui avait gagné les élections pour arriver à former une coalition. Mais à l'inverse, aux élections législatives de 1986, où pour la seule fois sous la Ve République, on a eu de la proportionnelle, on a connu le camp vainqueur le soir de l'élection, parce qu'il y avait des alliances politiques suffisantes. Mais si on veut assouplir, si on veut rendre effectivement le débat possible, moi, j'ai pas d'autre solution. Hein. J'en cherche, mais j'en ai pas d'autre. Alors, faut-il accroître le recours au référendum et qui doit en avoir l'initiative? C'est l'autre question posée par Emmanuel Macron dans cette lettre donc adressée aux Français et qu'il suggère lors de ce grand débat. Un bon instrument dans une démocratie, a aussi déclaré Édouard Philippe lors de son interview aux Échos. Mais attention, le référendum n'est pas possible sur tout. C'est ce qu'a évidemment rappelé Bruno Retailleau ce matin chez nos confrères de RMC. Référendum sur quelles questions? Des questions qui sont compatibles avec la Constitution. On ne peut pas, par exemple, pour un référendum, modifier la Constitution. C'est l'article 89 pour modifier la Constitution. Donc, je vous mal le président de la République se lancer dans ce genre d'aventure anticonstitutionnelle qui lui serait reprochée, bien sûr. Et je vois que ça vous fait déjà réagir, Bertrand Mathieu. Oui, moi écoutez, je crois en effet, et je l'ai écrit il n'y a pas très longtemps, qu'il faut remettre du référendum dans les institutions. Le référendum, il fait partie de l'ADN de la Ve République. La souveraineté Mais la question, c'est à quelle dose? Sur quoi? Quelle question? Déjà revenir au référendum. Le référendum, les responsables politiques, on peut les comprendre, les chefs d'État, on peut les comprendre, en ont peur. Bon, ça c'est vrai que c'est un risque. Mais je crois qu'à un moment, pour rétablir la confiance, il faut qu'entre une décision politique et un vote, il y ait un lien direct. Donc je crois que d'une manière générale, il faut revenir au référendum. Le référendum, d'abord le référendum d'initiative du président de la République. Je crois qu'aujourd'hui, quand il y a une question importante, le président de la République doit interroger les Français. Le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, c'est un autre problème. Alors je crois que ça peut être utile, notamment sur des questions locales. Mais je ne crois pas qu'on puisse... vous savez, je vais vous dire, ce qui, à mon avis, va sortir de cette affaire, c'est qu'il va y avoir une très grande frustration. Parce que soit on ouvre le RIC très largement, et dans ce cas-là, ça devient immaîtrisable, ou on le canalise trop, ce que l'on risque de faire. Et si on le canalise trop, on va avoir une très très grande frustration dans la population. Mais je crois qu'il faut vraiment... Je peux vous donner... Vous voyez, on interroge comme ça, sur quoi, comment. Je crois qu'il faut vraiment faire un travail de fond, et je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous donner là à l'instant une liste, un nombre de signataires, un nombre de questions, etc. Mais je crois qu'il faut travailler sur cette question avec raison. Écoutez, je regardais l'article 11 modifié en 2008 et je me suis reporté aux travaux de la commission Vedel de 1992-1993 sur la révision de la Constitution, dont le projet de 2008 découle directement. Et je me suis aperçu que c'est à ce moment-là que nous avions inventé dans ce comité le système qui ne marche pas, celui d'aujourd'hui. Donc j'en porte un petit peu la co-responsabilité. Et moi aussi, pour avoir repris chez Banalis. Voilà, absolument. Voilà, c'est vrai que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Ça a été construit pour ne pas marcher. Donc il faut changer. Et moi, je suis très favorable à un référendum. Alors, j'appelle pas ça d'initiative citoyenne, j'appelle ça d'initiative minoritaire, mais le vocabulaire n'a aucune espèce d'importance, parce que je crois qu'il est important dans notre démocratie d'aujourd'hui qu'il y ait plusieurs voies d'alimentation d'un processus de décision. Il y a 40 ans, je m'occupais de droit de la concurrence, et beaucoup moins de droit constitutionnel, et j'ai toujours eu l'idée que dans le système constitutionnel, il faut introduire de la concurrence. Il ne faut pas qu'il y ait un blocage. Il faut que l'on puisse aboutir à un processus de décision lorsqu'il y a de bonnes raisons de le faire. Alors c'est vrai qu'il y a toute une série de questions compliquées. Bon, on ne peut pas admettre qu'il y ait un référendum, quel qu'il soit d'ailleurs, qui propose un texte contraire à la Constitution. Il faut réintroduire le Conseil constitutionnel, y compris d'ailleurs dans le référendum d'initiative présidentielle. Bon, mais on peut arriver à construire quelque chose et c'est pas très très compliqué. Mais ça, mais on peut pas simplement. Il peut pas y avoir 10 000 personnes qui disent on va faire un référendum sur quelque chose. Non, ça. Il y a deux obstacles. D'abord, moi je suis assez peu favorable à trop réintroduire le Conseil constitutionnel parce que je pense qu'en France, comme ailleurs, on a trop de juges, au sens large du terme, et je crois qu'il ne faut pas augmenter le pouvoir des juges. Et d'autre part, le problème du référendum d'initiative
minoritaires, citoyennes, populaires, etc. C'est que bientôt, on va assez vite s'apercevoir qu'il y a un tas de questions sur lesquelles on ne peut pas intervenir, non pas parce qu'elles sont contraires à la Constitution, mais parce qu'elles relèvent de compétences qui appartiennent à l'Union européenne. Par exemple, pensons si on veut taxer les GAFA. Non, cette idée-là. Oui, on est à peu près sûr que les Français répondront oui. Oui, et on se heurtera à des règles européennes. Et là, le peuple s'apercevra que la démocratie est relativement nue, puisque le pouvoir lui échappe. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Et ça, il faut le dire, oui. Aujourd'hui dans le débat. Non, mais ça, je suis d'accord sur le fait qu'il faut le dire, qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de garde-fous, mais se dire que l'on peut prendre des initiatives citoyennes qui peuvent aboutir, après un certain nombre de contrôles, à un référendum, il y a le problème de la rédaction du texte. Est-ce qu'il faut faire un référendum sur une idée ou sur un texte? Bon, en France, pour l'instant, on fait un référendum sur un texte. Mais en Suisse, vous avez un processus qui est assez fascinant d'ailleurs. Lorsque l'initiative référendaire porte sur une question et non pas sur un texte, il appartient au Parlement fédéral de rédiger l'initiative législative, et c'est celle-là qu'on soumet au référendum. Bon, on pourrait tout à fait en France, s'il y a simplement une idée sans texte, confier au Conseil d'État le soin de rédiger, j'allais dire, la proposition de loi adéquate. Il y en a quelques-uns qui savent faire. Mais je crois que c'est bon du point de vue du fonctionnement de la démocratie. Et on s'arrêtera sur cette idée. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées spéciales droit constitutionnel. On va plus loin, ça continue avec le grand débat. #OVPL, si vous souhaitez réagir à l'émission, à ce que disent nos invités, commentez sur Twitter, #OVPL. On va revenir sur cette journée très symbolique pour l'exécutif. Lancement officiel d'un grand débat dont l'organisation, vous le savez, a été laborieuse, parfois même chaotique. Mais ça y est, il est en marche. Reste à savoir s'il apaisera pour longtemps les tensions ou s'il ne laissera Emmanuel Macron qu'un bref répit. On est peut-être à un tournant du quinquennat. On va en tout cas se poser la question avec nos invités après ce retour sur cette journée, sur les interventions avec Marie Brémaud. Si les Gilets jaunes étaient tenus à distance par un important dispositif policier, le face-à-face du président avec les élus locaux a bien eu lieu. Emmanuel Macron les invitant à jouer carte sur table. Ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vous exprimer de la manière la plus directe et me la faire entendre de la manière la plus directe. Donc j'ai tout mon temps. Message reçu du côté des maires, satisfaits d'être à nouveau considérés. Les maires sont remis au cœur du débat. Parce que jusqu'à maintenant, on avait plutôt l'impression d'être malmenés, donc en tant qu'élus. Donc ça, c'est quand même quelque chose que, pour nous, c'est important. Ambiance courtoise, voire chaleureuse. Et puisqu'on leur donne la parole, les élus ont raconté une France en piteux état. Ce que je vais vous parler, c'est du fond du cœur. Je crois que la France est gravement malade. Nous souffrons d'isolement, en étant pourtant qu'à 160 km de Paris. Le lien de confiance avec les élus, et encore plus avec les élites, surtout quand elles sont nationales, alors là, est complètement rompu. Le diagnostic est sévère, mais pour autant, les Français savent ce qu'ils veulent. Des services publics de proximité, que le travail soit mieux rémunéré et plus d'équité fiscale. Les élus se veulent responsables et demandent à l'État d'en faire autant. Pouvez-vous, Monsieur le Président, vous engager à imposer à l'État les mêmes règles budgétaires que vous imposez aux collectivités ? Car tous ont conscience ici que ce grand débat reste peut-être la dernière chance de construire un nouveau contrat de société. Nous avons un devoir, je vous le confie, je suis à vos côtés pour vous aider, mais je souhaite, comme vous, que la France réussisse. Et avec nous pour le grand débat d'On va plus loin ce soir, Nicolas Tenzer, bonsoir. Bonsoir. Politologue, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Jean-Baptiste Forêt, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef délégué à la Gazette des communes. Isabelle Moreau, bonsoir. Bonsoir. Directrice de la rédaction du pôle social à l'AEF, Agence Éducation Emploi Formation. Et Florent Vadillo, bonsoir, fondateur du think tank L'Hétérie. C'était clairement une journée symbolique, presque une journée test pour lancer ce grand débat. Florent Vadillo, quel bilan vous avez envie de tirer de cette première journée, de ce lancement officiel du grand débat national? D'abord, d'un point de vue médiatique, il n'y a pas eu d'erreur majeure de la part du président de la République, puisqu'il n'y a pas eu de manifestation qui est venue obérer sa capacité à faire passer un discours. Il était d'ailleurs sur un dispositif sur lequel il était plutôt à l'aise, celui des questions-réponses, très centré sur sa personne, avec la capacité de montrer qu'il avait de la faconde, des connaissances, qu'il pouvait incarner, etc. Donc, sur le dispositif en tant que tel, c'était plutôt bien réussi.
En revanche, il a déjà cédé à la tentation des petites phrases, puisque déjà sur les réseaux sociaux, cette phrase où il stigmatise ceux qui sont dans la pauvreté ou dans la difficulté qu'il faut responsabiliser. Je vais le dire pour les téléspectateurs, il a parlé de certains qui déconnent. Qui déconnent et qu'il faut responsabiliser pour les aider à sortir des difficultés. Et on revient sur ce vieux discours que la pauvreté incombe à la personne qui est pauvre. Et puis surtout, le dispositif, il peut interroger. C'est-à-dire pourquoi cette commune-là, pourquoi ce territoire, est-ce qu'il est représentatif des difficultés des Français ? Donc c'est l'intégralité du dispositif qui finalement pose question, et notamment sur la pérennité jusqu'au mois de mars. Et enfin, sa lettre, elle est problématique parce qu'elle pose des questions politiques, elle offre des angles qui, pour le coup, ont suscité beaucoup de critiques. Isabelle Moreau, vous tirez le même bilan. On a quand même assisté à un vrai petit événement politique, médiatique. Vous diriez beaucoup de bruit pour rien? Non, je dirais à peu près la même chose. C'est vrai que cet après-midi, ça s'est plutôt bien passé, à part effectivement cette petite phrase. Alors, on a toujours l'impression qu'Emmanuel Macron a du mal à se retenir et que c'est ce qui est retenu. Et je pense que sur les ronds-points, cette petite phrase va encore mettre un peu d'huile sur le feu. Bon, après, on sait que certains sur Gilets jaunes, de toute façon, ont prévu de ne pas venir pour débattre. Moi, j'ai trouvé plutôt à l'aise tout à l'heure par rapport aux questions qui lui ont été posées de la part des maires. C'est vrai qu'il a dit que, par exemple, certains sujets comme l'ISF, c'était ni un totem ni un tabou, qui était prêt à revenir sur la loi NOTRe. Donc il fait quand même, il ouvre un petit peu des gestes, exactement. Alors effectivement, le public qui était là, c'était celui des maires. Donc on verra comment ça va se passer après, lorsque ce seront les Français qui vont interpeller, puisque c'est ce qui est prévu. Mais pour le moment, ça s'enclenche pas trop mal, même si l'improvisation dont on a beaucoup parlé aujourd'hui questionne, puisque le débat se lance, mais on ne connaît pas encore les 5 personnes qui vont être les garantes de ce fameux débat. Alors je vais me tourner vers celui qui connaît bien ces maires. Est-ce que pour vous, Jean-Baptiste Forêt, il a un peu réussi le premier test des maires, Emmanuel Macron ? Oui, il est très à l'aise dans cet exercice. C'est un homme de dossier. C'était vraiment le syndrome du bon élève qui répondait bon à absolument toutes les questions. Le risque quand même pour Emmanuel Macron, c'est que ce débat apparaisse quand même comme un débat entre notables et notoires, comme disait le général de Gaulle. On était quand même très loin des récriminations des Gilets jaunes. Emmanuel Macron, cet après-midi, a parlé des 42 critères de la DGF. On avait quand même l'impression parfois d'entendre un chef de bureau du ministère des Finances. Il s'est lancé aussi dans un long développement sur la maternité de Bernay. Là, on avait plutôt l'impression qu'on avait le préfet de l'Eure qui était parmi nous, mais on n'a pas tellement vu un président de la Ve République, en fait, aujourd'hui. Nicolas Tenzer, je vais vous demander votre avis dans un instant. Je voudrais juste qu'on revienne en image sur cet échange avec les maires, précisément. Il y a eu 2 phases, peut-être même 2 visages d'Emmanuel Macron. Et ça va être intéressant d'entendre votre réponse. Le Emmanuel Macron, effectivement, en position d'écoute, humble, profil bas, regardez, qui a sagement pris des notes. Moi aussi, j'avais noté bon élève, qui a très brièvement pris la parole avant les maires. Et puis, à la fin des interventions, il a repris la parole, beaucoup plus longuement cette fois. Et l'humilité, on peut le dire, n'était plus de mise. Écoutez. Moi, on m'a reproché beaucoup de choses avec les élus. Vous savez, j'ai fait la chronique aussi de tous mes prédécesseurs. Je suis allé au premier congrès de l'AMF, j'ai invité des maires. Cette année, il y avait 2000 maires qui étaient à l'Élysée invités par mes services, mais il n'y a aucun président qui est venu tous les ans. Et je viendrai l'ouvrir l'année prochaine. J'avais plus de 2000 maires qui étaient à l'Élysée cette année. Donc on peut faire tous les procès qu'on veut. Mais je peux vous dire qu'il n'y a personne dans mes prédécesseurs depuis le général de Gaulle qui a fait plus avec et pour les maires depuis qu'il a été élu. C'est une réalité. Nicolas Tenzer, elle a été très remarquée cette phrase, effectivement, puisqu'on avait vu un Emmanuel Macron plutôt humble en début d'exercice, et puis qui tout d'un coup dit au maire, enfin moi j'ai fait plus que n'importe qui. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, comme personne, ne tolère pas des critiques qui ne sont pas fondées sur des réalités. Et donc il a besoin à chaque fois de dire, après tout, regardez ce que j'ai fait, ne soyez pas injuste. Et je pense que le président de la République ou toutes les équipes au gouvernement sentent un peu toutes ces reproches, ou certains d'entre eux, pas tous, comme étant injustes. Cela allant de pair d'ailleurs avec le mea culpa qu'il a fait lors de ses déclarations télévisées du 10 décembre et du 31 décembre pour son allocution de vœux. Je crois qu'il y a les deux. Là, je crois qu'on est au début. Évidemment avec un débat qui n'est pas encore le grand débat qui aura lieu avec tous les Français et qui évidemment va faire remonter beaucoup de choses. Et je pense qu'effectivement que l'écoute qu'on a vue avec Emmanuel Macron au début est absolument essentielle. Parce qu'on va avoir des tas de gens, des Françaises et des Français, qui vont peut-être inventer des choses, qui auront peut-être des solutions, qui auront peut-être aussi des témoignages à apporter qui sont souvent très mal pris
par l'administration. Souvent, l'administration raisonne en termes de mesures globales. Elle ne raisonne pas en termes d'apport à des solutions concrètes qui sont souvent des solutions individuelles. Donc, encore une fois, je pense qu'on a ce débat. C'est une très bonne chose qu'il y ait ce débat. Je pense qu'il faut considérer qu'il est ouvert. Il ne faut pas le fermer. Bon, et je pense que, encore une fois, là on est à un début, et effectivement, peut-être ne fallait-il pas commencer par une assemblée de notables, ça on peut discuter en termes de communication, mais en tout cas, je pense qu'il est engagé, en tout cas il est bien engagé, et que je vois aujourd'hui ceux qui sont rétifs à ce débat, ce sont quand même une minorité, ce sont les extrémistes, extrême droite, extrême gauche, et ce sont un certain nombre de personnes sur les ronds-points ou ailleurs, mais je pense que ces incompréhensions devraient se dissiper petit à petit. Florent Badillo. Il y a un vrai sujet sur le fond même du débat, c'est-à-dire qu'il est surprenant qu'un président de la République qui a lancé une sorte de vague d'adhésion le concernant, qui a été élu, et il a d'ailleurs beaucoup utilisé ce discours-là, sur une rencontre avec le peuple, sur une volonté de changer tout, c'est très surprenant qu'au bout de 18 mois d'exercice du pouvoir, il ait ce besoin de comprendre la nation qu'il a élue, et cet exercice de relégitimation est pour se doter d'une nouvelle base programmatique, comme si c'était Emmanuel Macron en zéro. Et il y a un vrai hiatus qui s'installe dans l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron, et tout cela en fait tient sur sa bonne foi et sur la conscience qu'il a de pouvoir véritablement écouter le peuple. S'il y a de véritables transformations, avec la véritable capacité de changer, soit, mais il n'en montre aucune des perspectives. C'est en cela que ce débat peut être critiqué, pas forcément par les extrémistes, mais aussi par des gens raisonnables qui se demandent s'il y a un loup derrière ce flou. Quand on le voit écouter les maires, quand on le voit ne serait-ce que passer par les maires, ce sont des maillons importants dans le dialogue avec les citoyens, Jean-Baptiste Forêt. C'est une preuve d'écoute, c'est une preuve de changement peut-être ? Oui, c'est une preuve de changement avant tout. Hein. C'est quand même un sacré retournement de l'histoire, parce que la Macronie n'a pas été tendre avec les maires, qu'elle a accusés d'être dopés aux emplois aidés, shootés à la dépense publique. Elle a même jeté en pâture le nom des maires qui augmentait la taxe d'habitation. Ça s'est traduit sur les réseaux sociaux par une campagne quand même assez indigne. Il y a un passif très lourd. Balance ton maire. Mais Emmanuel Macron a fini par se faire percevoir que les maires pouvaient être des alliés, et surtout, ils étaient les seuls à résister au vent de dégagisme ambiant. On l'a vu encore la semaine dernière avec une enquête du Cevipof. 58% des Français font confiance à leur maire, contre, je crois, 35% pour leurs députés. Donc il y a vraiment un clivage très très clair. Et d'une certaine façon, les maires sont la dernière carte d'Emmanuel Macron. Avec même un sentiment de dégoût de beaucoup de Français vis-à-vis des responsables politiques. La carte maire, la cartouche maire, j'allais dire, elle était indispensable, Isabelle Moreau ? Oui, je le pense, mais il ne faut pas qu'elle s'arrête là, parce que c'est vrai que depuis qu'il est en fonction, le chef de l'État a complètement négligé ce qu'on appelle les corps intermédiaires, que ce soit effectivement les maires ou d'autres représentants de la nation, mais également les organisations syndicales et patronales. Et c'est vrai que lorsqu'on a vu Laurent Berger tendre la main, ça c'était à peu près à la mi-novembre, pour faire des propositions au gouvernement pour un pacte. Et ben là, on a vu que le gouvernement n'avait absolument aucun intérêt à répondre. Et ça, on trouve ça un petit peu dommage. Alors aujourd'hui, la plupart des organisations syndicales se sont rendues à l'Élysée. Alors la CGT n'a pas pris part et appelle aujourd'hui à des mobilisations. On va voir si elle arrive à mobiliser, parce que les Gilets jaunes ne se reconnaissent pas non plus dans les syndicats. C'est ce que vous disiez dans l'enquête du Cevifope. Mais il doit renouer quand même avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires, même si effectivement ceux-ci sont dénoncés. Mais pour dialoguer, il faut savoir qui on a en face. Et aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué avec justement ce mouvement des Gilets jaunes, où il y a des têtes qui apparaissent, des têtes qui maintenant se tirent dans les pattes. Donc c'est assez compliqué à la décharge du gouvernement de savoir qui on a en face. Mais je pense qu'effectivement, on a un processus potentiel de refondation de la démocratie. Parce que ce processus, et je vois très bien ce que Florent Badillo a dit tout à l'heure, c'est un processus sans doute qui aurait dû être entamé depuis très longtemps, sous des gouvernements d'ailleurs précédents, que ce soit celui de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, peu importe. Mais je pense que ce processus d'écoute, c'est quelque chose qui a considérablement manqué. Et qui a manqué probablement, pas seulement au sein du corps national, de la nation, mais aussi au sein de la fonction publique, au sein de l'État et au sein d'un certain nombre de grandes entreprises. Quand on a vu par exemple l'ensemble des projets de réforme de l'État par les gouvernements successifs, on pense en particulier à la réforme générale, revue générale des politiques publiques à l'époque de Nicolas Sarkozy, ce sont finalement des hauts fonctionnaires et ce sont essentiellement des consultants qui sont venus.
Mais beaucoup de gens dans les administrations n'ont pas véritablement participé à ce débat, alors que ce sont des gens qui constatent très souvent sur le terrain le dysfonctionnement des politiques publiques, qui constatent également un certain nombre de choses qui pourraient être améliorées, qui ont des propositions. Et je crois que c'est très important de se saisir de cette opportunité du grand débat pour dire finalement, au sein de l'État, au sein des grandes collectivités territoriales, au sein des entreprises, créons aussi cette espèce d'impulsion nouvelle qui a peut-être effectivement une chance de se concrétiser. Et je crois que, on verra évidemment dans 2 mois, mais je pense encore une fois qu'on a tous intérêt, quelles que soient ses opinions par rapport à est-ce qu'on approuve ou pas Emmanuel Macron, on a tous intérêt à participer à ce jeu-là. On a intérêt à faire preuve d'imagination, on a intérêt aussi à se documenter sur les différents sujets, à exprimer ses griefs, à exprimer ses propositions. Je pense que c'est une chance. Si on continue de revenir sur cette journée, avant sa prise de parole devant les maires, Emmanuel Macron a rencontré des Français, quelques Français, pas des gilets jaunes en colère, pas dans la rue, non, des citoyens plutôt calmes, dans des circonstances précises, bien encadrées, uniquement filmés, il faut bien le dire, par les caméras de l'Élysée. D'abord une visite surprise lors d'un conseil municipal à Gagny. Et voici ces images. Gagny, c'est une commune de l'Eure de 3000 habitants. Donc vous voyez, climat détendu, serein, visage souriant. Pareil, lors d'un déjeuner à Vernon, autour de commerçants, d'artisans et de retraités. Là aussi, les échanges furent plutôt cordiaux. Pas de mise en danger, surtout pas de confrontation directe. C'est un peu ce que vous disiez, Florent Vadillo. Il n'y a pas eu cette séquence qui aurait pu, cela dit, jeter de l'huile sur le feu. Est-ce qu'il faut déplorer qu'il n'y ait pas eu de confrontation, de contact direct comme il aime l'avoir avec les Français, ou plutôt l'approuver ? Quand on est auprès du président de la République, je pense qu'on ne peut que l'approuver, parce qu'on protège le président de la République. Quand on respecte la figure du président de la République, qui a un rôle particulier, on ne peut que l'approuver, parce que Emmanuel Macron s'est abîmé en même temps qu'il a abîmé la parole présidentielle. Et quand on le voit sur ces images, c'est quand même très surprenant. On voit le candidat Macron, on ne voit pas le président de la République. On le voit d'ailleurs même dans sa posture, le corps parle de simplicité, les épaules rentrées. Donc c'est très surprenant comme posture. Moi je m'interroge véritablement sur la stature présidentielle. Était-ce bien le rôle d'Emmanuel Macron d'aller aussi au contact, dans un contact aussi risqué pour s'exposer aussi personnellement? Où est le Premier ministre ? Où sont les ministres? Donc tout ça est très surprenant. Sommes-nous sur un changement d'organisation du pouvoir, y compris le pouvoir macronien, ou sommes-nous uniquement sur un phénomène médiatique qui vise en fait à diminuer la pression et à redonner un peu d'oxygène à Emmanuel Macron, redonner un peu d'humanité à Emmanuel Macron, à redorer son blason et à redonner de l'humanité? Si ça n'est que cela, ça sera beaucoup de temps perdu et surtout beaucoup de déceptions entraînées. Je ne vois pas de changement systémique dans les institutions parce que rien n'est modifié dans le projet de loi constitutionnel dont on doute même qu'il parvienne un jour à aboutir. Donc je m'interroge vraiment. Il aurait fallu qu'il rencontre des gilets jaunes et qu'il aille au contact des gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas, en tout cas, c'était une séquence quand même très maîtrisée aujourd'hui. Ouais. Ça tient, à mon avis, à la présence de Sébastien Lecornu, qui était le local de l'étape, qui est chargé... Chef d'orchestre. Ouais, c'est ça. Qui est chargé de co-animer le débat, qui est président du conseil départemental de l'Eure, où se déroulait cette rencontre. Sébastien Lecornu, c'est un jeune ministre, mais c'est un vieux briscard de la politique. Là, il était vraiment dans son élément avec les maires, il claquait la bise à tout le monde, il les connaissait tous, il tutoyait à l'envie. Enfin, c'était un très beau numéro, mais ça risque d'être justement plus difficile dans d'autres régions parce que les maires ne sont pas aussi conciliants que ceux qu'on a pu voir aujourd'hui du côté de l'association des maires de France. On ne veut pas servir de sous-traitant à l'État et au gouvernement dans ce débat-là. Le secrétaire général de l'AMF est très remonté contre ce débat. Enfin, il y a évidemment des arrière-pensées politiques. Certains ne veulent pas monter à bord du Titanic. Alors, ils vont peut-être changer d'avis parce qu'il y a eu des gestes concrets, j'allais dire, quand même ce soir. Et c'est un peu ce que vous disiez, Isabelle Moreau. Vous parliez de l'ISF. Emmanuel Macron a effectivement expliqué qu'il n'était ni un tabou ni un totem. Il y a eu ce geste sur la loi Le Nôtre. Et puis, c'est peut-être anecdotique, quoique, mais ça fait aussi partie de cette stratégie de déminage avant le grand débat. Ce geste d'ouverture inattendu de Christophe Castaner, d'abord, sur les 80 km/h, dans une interview à la Dépêche du Midi. Nous nous sommes engagés à évaluer le résultat des 80 km/h au bout de 2 ans. Si cette mesure n'a servi à rien, alors oui, nous pourrons revenir aux 90 km/h. Et Emmanuel Macron a dit à peu près la même chose avec des mots différents ce soir.
pourquoi pas, ils ouvrent la porte à cette réforme si symbolique, si emblématique. Isabelle Moreau. Ils sont là, les Oui, gestes. on a évoqué tout à l'heure effectivement la loi NOTRe et également l'ISF. Moi, j'ai noté une petite phrase qu'il a dit tout à l'heure aussi. Si les mesures qui ont été prises depuis 2 ans n'ont pas d'effet ou vont pas dans le bon sens, elles seront corrigées. Donc effectivement, il y a une ouverture quand même assez large sur des sujets. J'allais dire inédite, une ouverture. On a déjà vu un gouvernement dire on va peut-être revenir sur tout ce qu'on a fait depuis 18 mois, 2 ans. Il n'a pas dit revenir dessus. Il a dit quand même qu'il y a des choses qui vont être évaluées et si certains points de certains textes de loi, je pense peut-être à l'ISF ou à la loi NOTRe, parce que là, il était devant les maires, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il pourra revenir. Après, le 80 km/h, ce n'était pas une loi. Donc, de toute façon, ils peuvent décider de revenir là-dessus. Peut-être que des choses ont été faites de manière peut-être trop rapide, parce que quand même, le rythme des réformes a été quand même très, très important depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Donc, oui, il ouvre une porte. Je reviens juste sur ce que vous disiez sur les gilets jaunes. Est-ce qu'il fallait qu'il les rencontre? Moi, je n'en suis pas sûre, parce que sinon, ça veut dire que ça désacralise la fonction du chef de l'État dont vous parliez tout à l'heure. Mettre sur un plan d'égalité Emmanuel Macron et un gilet jaune, et puis d'ailleurs, quel gilet jaune? Donc je pense que pour ça, c'était quand même compliqué. Certains ont dit, c'est dommage, il ne nous a pas rencontrés. Bien sûr, on peut les comprendre, ils auraient aimé un débat direct. Mais attention, effectivement, et puis c'est vrai que le chef de l'État, parfois, peut sortir des petites phrases, on l'a encore vu aujourd'hui, ça aurait été peut-être ravageur pour ce débat qui démarre et dont on verra bien ce qui va devenir. Nicolas Tenzer, il a l'air de leur tendre la main quand même aux Gilets jaunes. Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce qui a été dit. D'abord, il y a un certain pragmatisme. Après tout, l'idée qu'il faille évaluer une loi après 2 ans, et puis à partir de là, éventuellement décider de la changer, de l'annuler, de la modifier, tout ceci, c'est fait partie des bonnes pratiques. Ce n'est pas la première fois, et du bon sens, c'est pas la première fois qu'un responsable politique, de quelque niveau que ce soit, de gauche ou de droite, dit ce genre de choses. Je pense que ça, c'est une bonne pratique dans l'administration, sur laquelle il faut insister et il faut continuer dans cette voie. Deuxièmement, il n'est pas question non plus de modifier complètement, de changer le cap. C'est quand même la question. Voilà, après tout, encore une fois, Emmanuel Macron l'a dit dans sa lettre, au-delà des questions qu'il a posées, tout est potentiellement ouvert, sauf évidemment des questions fondamentales qui tiennent aux droits essentiels, aux droits de l'homme, aux principes de la République. Mais tout est ouvert, et ça c'est une bonne chose. À partir de certains moments, il faut garder quand même une cohérence. Troisièmement, sur la question du dialogue avec les Gilets jaunes, je crois que la vraie question c'est, encore une fois, lesquels? Il n'y a aucun gilet jaune qui est représentatif du mouvement. Il n'y a pas de vrai porte-parole. Il y a derrière des aspirations extraordinairement multiples, diverses. Et je crois que ce qui est très important, c'est que ceux qui ont participé à ce mouvement des Gilets jaunes, eh bien qu'ils aillent dans les mairies et puis qu'ils essayent de proposer des choses. Je pense que la meilleure chose, c'est encore une fois qu'ils se fassent entendre, qu'ils parlent avec leurs maires, qu'ils parlent avec les élus, qu'ils parlent aussi avec les syndicats, effectivement, qui ont été effectivement très, très absents, évidemment, de ce mouvement. Je pense que c'est comme ça que les Gilets jaunes pourront se faire entendre. C'est pas un dialogue direct avec le président qui n'aurait strictement aucun sens. Florent Vadillo, comment vous voyez cela? Ce sont des gestes qu'a fait Emmanuel Macron ce soir sur l'ISF, sur la loi NOTRe, sur les 80 km/h, ou il faut le voir comme le début d'une longue série de reculades? Je pense qu'il est dans une opération de séduction et qu'Emmanuel Macron sacrifierait père et mère pour séduire le public qu'il a devant lui. Oh, vous êtes dur. Et donc je demande vraiment à voir si l'ISF sera touché. Et vraiment, il faut renvoyer au texte de la lettre d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas un changement de iota idéologique. Il reste sur ce qui a fait vraiment l'objet même de sa politique depuis 18 mois. Donc, à moins qu'il oublie totalement la lettre qui a fondé le débat, je ne le vois pas changer de ce point de vue-là. Et puis, il y a plein d'autres éléments qui me font douter. Qui va évaluer la pertinence des lois? Le Parlement, comme de coutume. Mais le Parlement, avec une majorité aussi disciplinée, va-t-il évaluer correctement les lois sur lesquelles ils ont été élus, sur lesquelles surtout ils ont engagé leur responsabilité personnelle, leur crédibilité médiatique pour les défendre et défendre leur pertinence. Donc tout cela me laisse vraiment tout à fait songeur sur l'objectivité de la démarche d'Emmanuel Macron. Enfin, j'ajoute que Emmanuel Macron il est récent en politique, mais enfin il n'est pas tout à fait neuf. Les mesures qui ont été si décriées, il y avait 1000 manières d'éviter qu'elles ne heurtent autant. Et au lieu de faire une loi et de l'évaluer pour la défaire, pourquoi ne pas expérimenter? C'est dans la Constitution, toutes les collectivités locales le réclament, et pour autant, ça n'est quasiment jamais mis en œuvre. Et l'État central vraiment se débrouille à chaque fois pour casser les expérimentations locales. Donc, il n'y a pas besoin de Big Bang, il y a besoin de changer d'approche, et je ne suis pas certain que le président de la République le fasse durablement. Jean-Baptiste Fauré, un tout petit mot sur cette question des 80 km/h. S'il pose la question, là, ça pourrait sérieusement convaincre les maires et les territoires.
Oui, les maires sont quand même, et particulièrement les présidents de départements, ont été quand même très en colère contre cette mesure qui, selon eux, est un peu emblématique de cette colère. Enfin, elle suscite beaucoup de colère en fait parmi ces territoires qui aujourd'hui déversent leur rage contre les métropoles. On voit par exemple ce qui se passe à Bordeaux. On voit beaucoup de gilets jaunes partir à l'assaut de Bordeaux, qui est considéré comme une sorte de petit Paris. Et il y a vraiment un conflit de ce type-là sur les 80 km/h. C'est une mesure qui est sans doute excellente du point de vue de la santé publique, mais sur le plan électoral, c'est effectivement un calcul assez ravageur qui porte la marque d'Édouard Philippe et non d'Emmanuel Macron. Donc il y a Qu'est-ce que ça veut dire ça justement? Parce que c'est aussi un point intéressant. Ça a été effectivement une mesure portée par Édouard Philippe. Est-ce que ça veut dire que c'est une forme de désaveu d'Édouard Philippe que de reposer la question des 80 km/h ce soir? On peut le considérer de cette façon-là. On se souvient que Gérard Collomb, à l'époque où il était proche d'Emmanuel Macron, était très sceptique sur cette disposition-là. Il avait raison avant tout le monde? Je sais pas, je pense que je ne suis pas un spécialiste des 80 km/h, mais il me semble que c'était une mesure quand même pensée de façon technocratique et qui reflète quand même aussi le mode de gouvernance, pas seulement d'Édouard Philippe, mais aussi d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on a imposé les 80 km/h sur un certain type de route, sans réfléchir à des exceptions. Ça a été un vrai déclencheur de ce mécontentement. Ça a même été peut-être le détonateur de ce qui allait devenir les Gilets jaunes. Moi, je crois à titre personnel quand même que le mécontentement vient de plus loin. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a très bien dit dans son introduction. Il a évoqué la fracture sociale de 1995. Il a évoqué le déni après le nom du peuple français en 2005. Ça, c'était extrêmement mal vécu. Je crois que les racines, elles viennent plus de là que du 80 km/h. Isabelle Moreau. Alors c'est vrai qu'il y a eu le 80 km/h, il y a eu la hausse du prix du carburant, et ça c'est vrai que ce sont plutôt les populations rurales qui sont touchées. Donc c'est vrai que ça a mis un peu le feu aux poudres. Mais comme vous le disiez, ce ne sont pas les seules raisons. Non, moi je m'interroge sur effectivement maintenant le grand débat est lancé, de voir comment il va se poursuivre. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était Macron qui était en scène. On verra comment Édouard Philippe après va reprendre un petit peu la main, parce que c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, on ne le voit pas beaucoup. Mais va-t-il reprendre la main? Va-t-il reprendre la main, exactement? Et comment les choses vont se passer? C'est vrai que les Français, dès lors qu'ils auront joué le jeu, attendront vraiment les résultats. Et là, je pense que le gouvernement est très très attendu. Il y a 2 ministres qui sont en charge de l'organisation de ce débat. On attend donc le nom des 5 personnes qui vont être les garants. On verra qui sera choisi tant par le gouvernement, l'exécutif et les responsables Sénat, Assemblée et CESE. Ça aussi, je pense que c'est important et c'est un signal. Il y a un nom qui avait circulé, c'était celui de Nicole Notat. Bon, il y a eu un petit pataquès parce que finalement, elle ne souhaitait pas du tout être là. On va voir quelles sont les personnalités qui vont être choisies et si les Français vont les juger justement suffisamment garants pour vraiment s'investir dans ce débat. Et après, bien sûr, mais ça, on n'en est pas encore là, les suites, comment ça va se traduire dans les actes. Il nous reste 2 minutes, Nicolas Tenzer, Florent Badiou. Je voudrais votre avis sur cette reprise en main d'Emmanuel Macron qui, semble-t-il, suppose de mettre un peu de côté Édouard Philippe. Non, je pense que c'est une reprise en main temporaire. De toute manière, il y a eu tellement d'attaques personnelles contre le président de la République, voire contre la personne d'Emmanuel Macron, qu'il était normal. C'était évidemment la logique institutionnelle qu'il avait lui-même poussée, qu'il soit en première ligne. Je pense que c'était inévitable. Maintenant, c'est tout à fait exact. Il va falloir qu'Édouard Philippe, les autres ministres, se montrent plus. Et ça, c'est absolument indispensable. Et encore une fois, la grande difficulté de ce débat, c'est qu'il va y avoir un grand nombre de propositions qui vont être faites, beaucoup de revendications qui vont monter, mais elles ne seront pas, évidemment, sans contradiction. Et à un certain moment, bien sûr, le gouvernement devra dire pourquoi il choisit de retenir telle ou telle proposition, d'en écarter telle autre. Oui. Et bien sûr, il devra choisir. Mais ça, c'est aussi le gouvernement. Et encore une fois, je pense que la question aussi des 80 km/h est aussi révélatrice. Il y avait quand même un fondement derrière. Il ne faut quand même pas oublier, il y avait un fondement. Cette mesure, quand même, permettait de sauver plus 400 vies par an. 400 vies par an. Et je crois que ça, malgré tout, malgré toutes les récriminations, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. On ne peut pas jouer de la démagogie à tout moment. Alors peut-être qu'il fallait la faire passer autrement, vraisemblablement, oui. Mais quand même, il y a la réalité des faits. Et cette réalité des faits, il ne faut jamais l'oublier. Florent Badiou. Alors, d'accord sur l'analyse du fait que le président de la République n'avait pas le choix que de s'exposer lui-même. Après, il pouvait aussi ne pas marginaliser son Premier ministre à ce point. Ça aurait d'ailleurs été un beau signe d'ouverture que de se présenter au moins avec lui dans l'assistance ou dans le cadre du déplacement. La question qui se pose, est-ce que le grand débat sera le sarcophage d'Édouard Philippe? Parce que
la Macronie, depuis justement la période des Gilets jaunes, a sciemment orchestré les critiques contre Édouard Philippe. On a vu les indiscrets dans la presse, on l'a accusé de rigidité, on a rappelé qu'il était à l'origine des 80 km/h, qu'il était peu enclin à la discussion, on a rappelé également son échec de première négociation avec les Gilets jaunes. Le président l'a désavoué le mardi quand Édouard Philippe intervient, le président repasse après lui. Donc il y a une vraie difficulté. Est-ce qu'Édouard Philippe sera le Jacques Chirac d'août 76 ? On le verra très vite. Et on va s'arrêter sur cette question-là. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat, pas grand débat national, mais grand débat d'OVPL. Fin de cette émission. OVPL revient, attention, jeudi en direct à 18h30. Demain à ma place, vous retrouverez Delphine Girard pour une édition spéciale autour des auditions de l'épisode 2 de l'affaire Benalla. Je vous rappelle que la commission d'enquête du Sénat va auditionner les ministres Christophe Castaner et Jean-Yves Le Drian. Vous pourrez les suivre sur notre antenne. En attendant, vous avez rendez-vous demain matin avec Territoire d'Info et l'invité sera Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.